Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Depuis quelques années, nous sommes 100% autonomes en fruits pendant toute l'année. Nous sommes pourtant partis d'un terrain nu, tassé et très dégradé, comme on peut le voir sur cette photo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter toutes les astuces et les méthodes qui nous ont permis de devenir complètement autonomes en fruits. On y va ? L'eau est un des éléments essentiels qui vous permettra une bonne croissance et démarrage de vos arbres et arbustes fruitiers. Donc avant de se lancer, il est bon de se préoccuper de ce point. Il est important d'avoir de l'eau en quantité suffisante à disposition afin d'arroser les jeunes plants, si nécessaire, surtout les premières années après la plantation. Selon les régions où vous habitez, le besoin en eau de vos arbres et arbustes sera plus ou moins important. De même, en fonction du nombre d'arbres et de votre présence pendant la période la plus sèche, il faut se poser la question de savoir si vous serez en capacité d'apporter assez d'eau aux jeunes plants au moment où ils en ont le plus besoin. Ici, nous avons planté les arbres petit à petit pendant une dizaine d'années. Cela permet de limiter les arrosages nécessaires, car si tous les arbres étaient plantés en même temps, au même moment, cela on aurait fait beaucoup arroser. Nous en avons en effet plus d'une centaine sur un terrain de 3000 m². Ensuite, il est aidant de mettre en place les réseaux d'eau avant ou au moment de la plantation. Il est ensuite facile de l'automatiser pour arroser pendant les périodes d'absence. Une vanne sur pile reliée au réseau d'eau fait très bien l'affaire. Un arrosage long et peu fréquent est préférable à un arrosage court et fréquent, car l'eau pénètre plus en profondeur, ce qui favorise le développement racinaire des arbres. Et plus il est développé, plus les arbres sont autonomes en eau. Nous utilisons des arroseurs de ce type, leur débit est faible, mais en laissant l'arrosage suffisamment longtemps, les arbres reçoivent assez d'eau. Mais il est aussi intéressant de développer un verger économe en eau. Pour ça, nous avons deux techniques. La première, c'est que nous profitons des arbres qui poussent spontanément. Donc, ce sont parfois des drageons des arbres à proximité, c'est-à-dire des jeunes pousses qui partent des racines. C'est notamment le cas des merisiers qui dragonnent beaucoup. Et parfois, ce sont des noyaux que les oiseaux ont replantés. Par exemple, chez nous, les pies replantent des noix et d'autres oiseaux replantent des pruniers, des pommiers, des cognassiers, des néfliers. Et tous ces oiseaux travaillent pour nous. Donc les arbres que l'on greffe sur des porte-greffes qui ont poussé naturellement sur place n'ont pas besoin d'arrosage. Même durant les étés les plus secs, ils se débrouillent comme les arbres de la forêt qui ne sont pas arrosés et qui pourtant survivent l'été. Donc dès que nous le pouvons, nous conservons les arbres spontanés pour les greffer. La deuxième technique, c'est le paillage, qui nous permet à la fois de conserver l'humidité et d'enrichir le sol. Donc l'humus créé, lui aussi sert à la rétention de l'eau dans le sol et les champignons qui s'y installent décuplent les capacités des arbres à capter cette humidité. Donc la plupart des arbres ont besoin d'un milieu très carboné, comme dans une forêt par exemple. Donc du BRF, voire des copeaux de bois ou des tailles de haies sont très intéressants pour enrichir le sol au pied des arbres. Mais il y a quand même quelques exceptions avec les feijoas ou les agrumes qui préfèrent des milieux un peu plus riches en azote. Quand c'est le cas, un paillage avec du foin est préférable. Et sinon, il est aussi possible d'apporter de l'azote avec de l'urine. Maintenant que vous avez de quoi arroser vos futurs arbres et arbustes, et avant de les planter, il faut choisir les arbres qui seront le mieux adaptés à votre terroir, ce qui permettra de réussir votre projet d'autonomie en fruits. Pour cela, vous pouvez dans un premier temps
observer ce qui pousse bien dans les jardins environnants et commencer à planter les mêmes espèces, en tout cas celles dont vous aimeriez manger les fruits. Par exemple, chez nous, les pruniers mirobolants poussent spontanément. Ils sont donc bien adaptés à notre terroir. Leurs fruits sont agréables et juteux. En confiture, ils sont excellents et ils font un vinaigre délicieux. Nous en avons profité pour planter d'autres arbres de la même famille, tels que des mirabelliers, des pruniers d'Ante, des pruniers Reine-Claude, et les pruniers mirobolants nous servent d'ailleurs de porte-greffe pour tous ces arbres. Il est intéressant de planter en priorité des arbres très productifs sur lesquels nous allons pouvoir appuyer notre autonomie, comme par exemple le figuier, ou encore le pommier, le nachi, la vigne, l'olivier, le plaque minier, c'est-à-dire l'arbre qui donne des kakis, le prunier ou encore le poirier. Ce ne sont que des arbres qui sont extrêmement productifs. Et c'est seulement dans un second temps que nous allons pouvoir compléter avec des arbres qui vont nous permettre de varier les plaisirs et d'étendre la période de production. Une fois les espèces sélectionnées, multiplier les variétés permet d'étendre la période de production des fruits. Un exemple avec les poiriers. Les plus précoces sont les petites poires d'Algérie qui arrivent dès le mois de juin. Ensuite, les poires Williams chez nous sont mûres en juillet. Puis, les poires bergamote arrivent au mois d'août. Et enfin, c'est la saison des poiriers Kaplan qui donne en septembre-octobre. Nous avons ainsi des poires fraîches en permanence pendant 5 mois de l'année. Il est possible de faire de même avec n'importe quelle espèce, avec les pommiers, les cerisiers, les abricotiers, les vignes, les figuiers, les pêchers, etc. Plusieurs stratégies permettent d'avoir des fruits en hiver. Il y a d'abord les fruits de garde que l'on récolte en automne, mais que l'on va pouvoir garder tout l'hiver, voire même au-delà. Donc il y a les noisettes, les noix, les châtaignes, les olives qui peuvent se garder plusieurs années. Certaines variétés de pommes et de poivres, ainsi que les nèfles, les kiwis, peuvent se garder tout l'hiver et parfois même une partie du printemps. Après avoir installé les arbres les plus adaptés, s'il reste de la place, il est intéressant d'ajouter des arbres un peu plus exotiques, dont la production sera probablement un peu plus aléatoire, mais complétera agréablement la production principale et pourra même étendre encore la période de production, comme les agrumes par exemple. Cette année, nous avons ainsi planté dans le jardin une quinzaine de variétés d'agrumes résistants au froid qui nous a été conseillées par Olivier Bigeot, un passionné qui les a fait pousser en extérieur à Toulouse. Des citronniers, des mandariniers, des orangers, des pomelos, etc. qui vont compléter notre production pendant les mois d'hiver. De quoi se régaler et faire le plein de vitamines. L'Elaeanus edbingi est un arbre aussi qui est fréquemment planté dans les haies, qui produit des fruits délicieux, très sucrés et pleins de vitamines entre mi-mars et mi-avril. Il est très adapté au climat de la plupart des régions de France. C'est un des très rares arbres à fructifier pendant cette période. Et enfin, les transformations nous permettent de consommer en hiver des fruits qui se récoltent à d'autres saisons. Ici, nous utilisons beaucoup la déshydratation. Nous faisons sécher des figues, des mirabelles, des pruneaux, des kakis, des pommes, des poires, des nachis, des pêches et des abricots par exemple. Puis, des fruits sucrés et contenant beaucoup d'eau peuvent être utilisés pour faire des vinaigres délicieux, notamment avec les prunes mirobolantes, les figues et les pommes. Et enfin, la lactofermentation qui permet de conserver les olives,
Mais il est aussi possible de les sécher pour les réhydrater au moment de les consommer. Et bien sûr, il y a les classiques confitures. La plantation est une étape importante qui va conditionner la croissance des arbres. Donc nous avons comparé deux méthodes qui donnent des résultats bien différents. La première méthode consiste à faire un grand trou rempli de terreau. La seconde méthode consiste au contraire à faire un trou le plus petit possible et à mettre un paillage épais au pied de l'arbre. Après quelques années de recul, le résultat est que, hormis pour quelques arbres fragiles et peu adaptés au climat local, la seconde méthode est plus favorable à moyen et à long terme. En effet, un grand trou impacte plus la vie du sol, alors qu'elle est importante pour nourrir l'arbre. Et bien que l'installation de l'arbre soit favorisée par le terreau, il ne développe pas ses mycorhizes, c'est-à-dire les associations avec les champignons, car il a déjà tous les nutriments à disposition. En fait, la difficulté arrive après 2 ou 3 ans, quand l'arbre a consommé tous les nutriments du terreau. Comme il a développé son feuillage, mais sans développer ses mycorhizes, il a de la difficulté à survenir à ses besoins et végète alors pendant de nombreuses années. Au contraire, avec une plantation avec un petit trou, on respecte beaucoup mieux la vie du sol, qu'on perturbe moins. Et la vie du sol s'en remet plus vite. L'arbre doit bien sûr s'adapter directement au milieu dans lequel il est planté. Donc au départ, sa croissance est un peu plus lente, mais il part sur de meilleures bases, ce qui est favorable à moyen et à long terme. Ce qui fait dès le départ une association avec les champignons qui lui assure un équilibre entre les besoins de l'arbre et les nutriments qu'il est capable de capter. En plus, le paillage épais favorise la microfaune qui va le dégrader et l'enfouir, nourrissant ainsi le sol. Ça développe l'activité microbienne du sol qui, à son tour, permet à l'arbre un bon accès aux nutriments. Donc chez nous, les arbres qui ont été plantés de cette façon grandissent beaucoup plus vite et beaucoup mieux que les arbres plantés avec un grand trou rempli de terreau. C'est bien mieux sur le moyen et sur le long terme. Et en plus, cela demande beaucoup moins d'efforts au moment de faire la plantation. Le paillage a également l'avantage de garder l'humidité du sol beaucoup plus longtemps, ce qui limite les besoins en arrosage. Donc pour ça, des résidus de taille de haie que l'on met au pied des arbres conviennent très bien. Et si vous n'avez pas de résidus de taille de haie, il y a la possibilité de se rapprocher des lagueurs qui sont très contents de donner du broyat, car sans ça, ils doivent payer pour les déposer en déchetterie. Plus le jardin est équilibré, plus les arbres sont en santé forte. Et c'est la biodiversité qui permet d'arriver à cet équilibre. Favoriser la biodiversité est d'ailleurs un des principes de la permaculture. Donc, dans notre jardin, c'est zéro chimie depuis plus de 20 ans. Et notre verger n'a quasiment aucun problème. Les pêchers ont parfois un peu de cloque, car notre climat est un peu trop pluvieux pour eux. Et les pommiers ont de temps en temps une branche grignotée par une zézère, car notre climat est un peu trop chaud pour eux. Ce sont les deux seuls petits soucis que nous avons au verger. Tout ça grâce à la biodiversité que nous avons petit à petit développée dans le jardin, notamment en laissant le plus possible d'herbes sauvages pousser. Et d'ailleurs, nous nous régalons avec une partie de ces herbes sauvages lors de nos repas, comme par exemple avec le plantain, la chilée, la vergerette du Canada, le pissenlit, les laitrons et encore plein d'autres. En fait, dans le jardin, nous ne tondons que des chemins, ce qui laisse la place à un maximum d'herbes sauvages. Et ces herbes ont aussi l'avantage de nourrir plein d'insectes, comme par exemple des pucerons qui aiment à s'installer sur le sénesson jacobé et qui vont ensuite attirer beaucoup de coccinelles. Pour une diversité encore plus grande, nous avons mis en place des milieux variés qui chacun attire des insectes différents. Par exemple, un tas de sable pour que les abeilles sauvages et autres pollinisateurs sauvages puissent s'installer. Ou encore des endroits recouverts de végétation pour que les vers luisants puissent luire à l'abri de sources lumineuses artificielles. Il y a également les paillages et les branchages au pied des arbres qui développent une microfaune qui va enrichir le sol. Ou encore une mare pour les grenouilles qui vont d'ailleurs se régaler des larves de moustiques.
et des nichoirs à mésanges qui régulent les chenilles, ou des ruches qui favorisent la pollinisation des fleurs de notre environnement. Et la diversité de nos plantations et la diversité des plantes sauvages permettent de nourrir une grande partie de l'année un grand nombre d'insectes et de pollinisateurs sauvages. Et en fait, nous n'inventons rien, simplement nous observons et nous reproduisons ce que la nature fait depuis des millions d'années. Sauf quelques exceptions, nous ne taillons pas les arbres. C'en est un bon exemple. Ils se développent ainsi avec le port naturel pour lequel ils sont adaptés. Leur production suit aussi un rythme plus naturel. Certains arbres ont ainsi un cycle de 2 ans, une année de forte production et une année de repos, comme les pommiers par exemple. Nous taillons uniquement pour enlever des branches qui gênent le passage, pour dégager sinon un arbre qui serait un peu trop envahi par ses voisins. Et nous trognons l'osier destiné à la production pour la vannerie et un tilleul destiné à la production de feuillage alimentaire. Chez nous, ce n'est pas la taille qui assure la régularité de la production, mais le fait d'avoir une grande diversité d'espèces et de variétés. Peu importe si certains arbres sont dans leur année de repos, puisque d'autres sont au même moment dans leur année de forte production. Et là, on a un très bon exemple avec notre olivier que nous avons installé ici il y a 15 ans maintenant. Nous ne l'avons jamais taillé et il produit chaque année de plus en plus d'olives. Que du bonheur! Voici enfin quelques astuces pour bien conserver tous les fruits et pour s'en régaler en hiver. Donc pour les fruits de garde, l'idéal est un lieu facile d'accès mais sans la lumière directe du soleil. Placés dans du foin, les fruits se gardent mieux et plus longtemps et quand certains fruits s'abîment, cela ne se propage pas aux fruits d'à côté. Donc c'est très utile pour les pommes ou les poires par exemple. Pour les fruits gardés en bocaux, que ce soit des confitures, des fruits déshydratés ou des lactofermentations, il faut s'assurer d'une rotation des stocks pour éviter de perdre des fruits qui auraient été oubliés trop longtemps au fond d'un placard. Pour ça, il est nécessaire d'étiqueter les bocaux avec la date de mise en bocal. Et des étagères peu profondes sur lesquelles il n'est pas possible de mettre les bocaux l'un devant l'autre, où ils sont l'un à côté de l'autre, ça permet de voir d'un seul coup d'œil l'ensemble de ce qui est disponible. Le mur d'un garage est parfait pour ce genre d'étagère. La température y est en général peu variable et la faible largeur des étagères permet en général de continuer à pouvoir y rentrer une voiture. Nous espérons que cette vidéo vous donnera des pistes pour réussir votre autonomie en fruits sur l'année complète. Toutes ces méthodes et ces astuces nous ont permis d'être à 100% autonomes en fruits depuis plusieurs années, et alors que nous en consommons énormément. En fait, il y en a même plus puisque nous en donnons autour de nous et que nous en échangeons régulièrement. En plus, les fruits du jardin sont d'une qualité qu'il est impossible de trouver dans le commerce, même en bio. Le jardin est magnifique, il est varié, il est coloré. C'est une source de plaisir, de vitamines, de minéraux et de santé. Et une des richesses de demain, c'est pas l'argent, c'est un jardin beau, varié et abondant. Donc si vous voulez plus de détails, nous avons fait de nombreuses vidéos sur notre chaîne qui développent chacune de ces étapes de manière plus détaillée. Au passage, un grand merci aux tipeurs qui sont là pour nous soutenir dans ce travail et qui nous aident à diffuser et à rendre le plus de personnes possible autonomes. Nous vous souhaitons le bonheur de vous régaler avec les meilleurs fruits du monde, ceux de votre jardin. Et nous vous disons à très bientôt!